Les Apicurieuses reçoivent Bruno Paluto, une émission animée par Sandrine Lajusse. Nouveau rendez-vous pour bordeauxpodcast.com et nouvelle équipe pour cette plateforme de podcast consacrée à Bordeaux, un Bordeaux comme vous ne l'avez jamais entendu ni écouté. Les Apicurieuses, une joyeuse bande de femmes venues d'horizons divers et différents, engagées et impliquées dans la vie de la cité, vont être au cœur de l'actualité. Avec Nathalie, Sylvie, Mélusine et Fabienne, les candidats à la mairie de Bordeaux vont se mettre à table. Une série de podcasts consacrés à ces élections municipales qui auront lieu les 15 et 22 mars prochains, où vous allez découvrir ces candidats d'une manière plus personnelle et festive, puisque nous sommes installés à la Réserve, lieu désormais incontournable des soirées bordelaises, accueillis et coucounés par Fred, son irrésistible patron, et toute sa formidable équipe. Tête de la liste Le Réveil des Bordelais soutenu par le parti du Rassemblement National, il est l'un des 7 candidats à se lancer dans la conquête de la mairie de Bordeaux. Bruno Paluto, bonsoir et merci d'avoir accepté de vous mettre à table avec les Apicurieuses, cette joyeuse bande de femmes installées confortablement à la Réserve, au cœur des Chartrons. Bonsoir. Bonsoir. Mesdames. Bonsoir. Autour de vous ce soir, Mélusine et Fabienne, des femmes engagées, impliquées dans la vie à plus d'un titre, la vie de la cité, mais également dans leur vie professionnelle et dans leur vie privée. Bruno Paluto, est-ce que vous aimez vous mettre à table au sens propre comme au sens figuré ? Ah, mais absolument, je suis un épicurien. Je sais d'ailleurs, ma bonne mine trahit justement mon appétit. Je suis un grand épicurien, j'aime beaucoup la gastronomie de notre région, mais aussi de toutes les régions de France où l'on mange partout très bien en France. Voilà, mais notamment dans notre région. Pour me mettre à table dans un autre domaine, bien sûr qu'au niveau de nos propositions politiques pour Bordeaux, pour notre liste Le Réveil Bordelais, bien sûr, je peux tout dire et me mettre à table de façon avec tout à fait convaincante avec les épicuriennes et avec tous les autres bordelaises et bordelais. Vous êtes né à Libourne ? C'est vrai. Mais votre enfance, elle se passe ici, justement, dans le quartier des Chartrons. Absolument, Mais absolument, parce que je suis un vieux Chartronnais. Je suis arrivé au Chartron, Courjourny-Aubert, pour tout vous dire, à l'âge de 3 jours. Il y a le 30 mars 1962. Donc c'est un quartier que je connais, que j'aime beaucoup la ville de Bordeaux. Je travaille à Bordeaux, donc je suis très proche des préoccupations des Bordelaises et des Bordelais pour pouvoir justement, dans le cadre de la mairie de Bordeaux, de ma tâche de maire, si j'étais élu, à ce moment-là, pour pouvoir résoudre les problèmes des Bordelaises et des Bordelais. On va y arriver. Mais d'abord, proche de leurs préoccupations. Alors je garde un souvenir très ému de cette place des Chartrons, puisque quand c'est quoi les goûts et les couleurs de votre enfance justement dans ce quartier ? Mais dans ce quartier, c'est ce bassin, place Paul Doumer. Qui n'existe plus malheureusement, ce bassin place Paul Doumer. J'étais tout jeune avec beaucoup de petites filles et de petits garçons. Nous venions avec nos petits bateaux à l'époque, c'était au milieu des années 60, et nous venions faire naviguer ces petits bateaux dans ce bassin, place Paul Doumer. Et un jour, grande dame, le bassin était vide, l'eau avait été justement exfiltrée, avait été vidée pour justement nettoyer le bassin. Alors je m'étais exprimé, je m'étais crié, malheureusement c'est marée basse, donc nous ne pouvons pas faire naviguer nos bateaux. C'était un peu l'ancêtre du miroir d'eau finalement. Oui, peut-être, mais avec ça ressemblait justement, les Chartrons ressemblaient à un village. C'est ce que nous désirons faire d'ailleurs de Bordeaux, transformer les quartiers bordelais en villages. C'est ce que nous appelons la civilisation écologique. Ce quartier des Chartrons qui n'est pas très fréquenté, ce quartier des Chartrons est devenu, depuis quelques années très à la mode. Même certains Parisiens et Parisiennes disent que le quartier des Chartrons, c'est le 21e arrondissement bordelais. De Paris. Bordelais de Paris. Voilà, le 21e arrondissement parisien à Bordeaux. Tout à fait, avec évidemment les moyens de locomotion, la LGV, qui automatiquement rapproche Bordeaux de Paris. Mais ce quartier des Chartrons, bien sûr, s'est transformé. Après avoir été le quartier des Chartreux, le quartier des propriétaires de vin, avec les cours du Médoc, la maison des propriétaires de vin pour surveiller leurs négoces. Ce quartier, donc, maintenant, s'est transformé quelque peu en quartier à la mode. Nous, ce que nous voulons faire, c'est développer
une formulation de village. Nous sommes intéressés, nous voulons faire de nos villes, et notamment de la ville de Bordeaux, dans des quartiers qui ont chacun leur caractère. Sur celui du Chartron, Bacalan. On va y venir, mais d'abord on va parler de des villages, voilà, des villages Alors, proches de notre identité, proches de la France éternelle, madame, que nous défendons, car nous défendons l'identité. On va y venir, mais pour l'instant j'ai envie d'entendre parler de vous. Vous êtes chirurgien dentiste à Bordeaux. C'est vrai. C'est une vocation qui vous est venue très jeune ou c'est un héritage familial? C'est un héritage familial. C'est un héritage familial puisque ma mère était chirurgien dentiste, mon père était stomatologue. Voilà, mon père est décédé, ma mère est retraitée. Je suis tombé très petit comme Obélix dans la marmite, si l'on peut s'exprimer ainsi. Mais vos parents, ils voulaient pas rester sur Libourne du coup? Ils ont voulu venir à la ville? Je suis né à Libourne parce que voilà, pour des raisons là aussi familiales, le gynécologue obstétricien, c'était mon grand-oncle. Ah oui, c'est dans la famille alors. alors. Mon père et qui a donc accouché ma mère sur Libourne, pour tout vous dire. Et donc mes parents ont toujours travaillé cours Georges Clemenceau à Bordeaux depuis la fin des années 50, depuis le début des années 60, la fin des années 50, et m'ont transmis cette vocation de ce métier que j'aime et que je pratique bien sûr depuis 1988, être chirurgien dentiste, bien sûr. Voilà. Vous revenez aux sources. Tout à fait. J'habite les Chartrons depuis 2002. J'habite depuis 2002, puis novembre 2002, donc au Chartrons, et je reviens. C'est vraiment un retour aux sources. C'est le fauve qui rejoint sa tanière. C'est pas l'éléphant qui rejoint son cimetière quand même. Vous êtes un peu jeune. Non, j'espère que non. La mer des Sargasses ou le cimetière des éléphants, des sites mythiques, mais c'est vrai que la vie est peut-être un éternel un cercle où l'on revient. On a peut-être tout simplement besoin de son cocon. Oui, peut-être aussi. Puis c'est un quartier que j'aime, c'est un quartier dans lequel qui est très proche de mon travail, très proche du centre-ville. Je vais souvent à pied, justement au centre-ville, mon travail à mon domicile. Je vois les transformations de ce quartier, et puis je voudrais participer justement en étant élu maire à la transformation de nos quartiers en villages, et notamment d'embellir le quartier des Chartrons. Alors vous engagez assez jeune quand même. C'est quoi le déclic de votre engagement politique? Le déclic de mon engagement politique, c'est en 1980. 1980, donc j'étais dans une autre formation politique. Mais oui, vous étiez au RPR. C'est vrai, c'est pour ça que je lance un appel vibrant à tous les électeurs orphelins de Nicolas Sarkozy et de François Fillon, qui ne se reconnaissent plus dans la politique, ou derrière Nicolas Florian, qui a quitté au lendemain donc du mauvais score le 26 mai dernier, 9,02%. On n'est pas là pour faire un débat politique. Hein. Moi, je lance quand même un appel vibrant aux électeurs de Nicolas Florian pour justement les Républicains, qui ont quitté Nicolas Florian, les Républicains, les électeurs orphelins de Nicolas Sarkozy, de rejoindre ma liste, qui est un rassemblement des patriotes nationaux et souverainistes sur Bordeaux. Qu'est-ce qui vous a poussé à passer du RPR au Front National, qui est aujourd'hui le Rassemblement National? Oui, parce que les mesures politiques, les propositions politiques, le fait que le RPR d'autrefois, c'est le Rassemblement National d'aujourd'hui. Parce que le Rassemblement National est un parti populaire, et les mesures qui étaient proposées à l'époque, au début des années 80 et même au niveau des années 90 par le RPR, ce sont les mesures que le Rassemblement National propose aujourd'hui. Et c'est pour ça que de nombreuses personnalités, mais aussi de nombreux électeurs, électrices de l'ancien RPR, de l'ancien Les Républicains, de l'ancien UMTP, nous rejoignent, soit à la base, soit au sommet. Je pense à M. Thierry Mariani ou à M. Jean-Paul Garot, de la droite populaire, qui me soutiennent, et c'est pour ça que j'appelle les électeurs LR Mais cet engagement, à me rejoindre. Cette volonté de faire de la politique, elle vous est venue Elle m'est venue en 1980, mais elle m'est venue aussi plus tôt. Quand j'étais très jeune, on m'avait offert 2 livres. Je devais avoir 6 ans. On m'avait offert 2 grands livres. L'un, c'était l'histoire de France racontée à tous les enfants. Et l'autre, c'était Napoléon. C'était 2 très grands livres. C'était à la fin des années 60. Et cette passion pour l'histoire m'a aussi justement donné cette passion pour la politique. Voilà, j'avais une passion, notamment une grande admiration pour Napoléon. Quand on est jeune, on admire Napoléon. Quand on est plus âgé, on préfère Bonaparte. Je suis un peu comme Éric Zemmour.
voilà, que j'aime beaucoup, monsieur Éric Zemmour, et qui justement a toujours eu cette passion pour Napoléon et Bonaparte. On va pas épiloguer sur Éric Zemmour. Pas du tout, mais je cite Éric Zemmour parce que je sais qu'il y a beaucoup d'électeurs, d'électrices de bordelaises, de bordelais qui sont très intéressés par Éric Zemmour et par sa chronique sur CNews. Mais dans votre famille, ils faisaient de la politique ou c'est vous? Non, il n'y a que moi. Il n'y a que moi. Donc c'est vos parents qui vous ont un petit peu donné cette envie? Non, pas du non. Mes parents avaient leurs idées politiques, leurs convictions politiques. Non. C'est votre cheminement. C'est en regardant un peu l'histoire. J'ai toujours été passionné par j'étais donc piqué très tôt, mordu très tôt par la tarentule politique, comme on dit. Et c'est vrai que cette passion pour l'histoire, cette passion pour les sciences humaines, j'ai toujours affectionné l'histoire et la géographie dans ma modeste scolarité. J'avais de très bonnes notes en histoire et géographie. Et donc, de la première jusqu'à la dernière heure, vous voyez que dans ma carrière professionnelle, ça ne m'a pas servi, mais ça me sert maintenant pour la politique. Alors, parce que vous êtes conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine et conseiller municipal à Bègles, qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer à l'assaut de la mairie de Bordeaux? C'est un défi, une mission, un challenge? C'est une terre de mission, Bordeaux, pour le Rassemblement national et la droite populaire. Absolument, c'est une terre de mission. Mais nous devons répondre aux électeurs qui ont voté pour Marine Le Pen à 11 000 au mois de juin 2017, au mois de mai 2017 au second tour de l'élection présidentielle. Il y avait 11 000 électrices et électeurs et qui ont voté pour 7 465 électrices et électeurs pour Jordan Bardella, la liste Rassemblement national aux élections européennes donc du 26 mai dernier. Donc c'est un devoir à la fois démocratique, politique, électoral. Nous, premier parti de France, le Rassemblement national, d'être présents sur la métropole bordelaise. Nous voulons aussi être un parti de gouvernance, de gouvernement. Donc c'est un devoir politique et démocratique de répondre justement au challenge bordelais, même si Bordeaux est une terre de mission difficile pour nous. Mais il y a eu d'autres terres de mission. Regardez les villes que nous gérées par le Rassemblement national, comme la ville d'Hénin-Beaumont. Il y a 20 ans, quand Steve Briouat a été élu pour la première fois conseiller municipal d'Hénin-Beaumont, la gauche socialo-communiste faisait 95% à Hénin-Beaumont. Maintenant, Hénin-Beaumont donc, est géré par le Rassemblement national. Il n'y a pas de forteresse imprenable. Il n'y a pas de forteresse imprenable. Steve Briouat sera réélu dans 3 semaines au premier tour avec plus de 50%. Donc, plus de 50%, il avait été élu au premier tour avec 51% en 2014. Là, son score sera encore plus élevé. Nous avons donc d'excellents résultats à Béziers avec Robert Ménard, où il y a justement l'union du Rassemblement national. Oui, mais vous auriez pu rester sur Bègles. Pourquoi Bordeaux parce que j'ai déménagé. Ou alors commencer sur Bordeaux et pas sur Bègles. Parce que j'ai déménagé et donc je travaille à Bordeaux, donc je suis plus proche des préoccupations de la vie des quotidiennes des Bordelaises et des Bordelais, et que c'était une promotion aussi pour moi, Bordeaux. Et on ne refuse pas une promotion comme Bordeaux. Comment est-ce que vous avez vu évoluer la ville d'ailleurs ces dernières années? Parce que maintenant on dit que Bordeaux est un petit Paris. N'exagérons rien. C'est vrai que Bordeaux est devenu une métropole bordelaise. Malheureusement, il y a une surmétropolisation à Bordeaux. Nous avons un objectif, c'est la démétropolisation, c'est-à-dire de faire en sorte que Bordeaux ne soit pas une ville où soient concentrées toutes les richesses. Des richesses au niveau du travail, des entreprises, au niveau des transports, au niveau de la santé, au niveau toutes les richesses économiques. C'est-à-dire vous voulez repousser la population à l'extérieur? Non, pas du tout, mais revitaliser les campagnes. Qu'il y ait justement un échange gagnant-gagnant avec les campagnes, une revitalisation des campagnes de Gironde, de Nouvelle-Aquitaine, où il y a beaucoup de misère, beaucoup de pauvreté, ce qui a été d'ailleurs la crise des Gilets jaunes a été d'ailleurs une conséquence de cette surmétropolisation bordelaise où tout est concentré à Bordeaux, dans la métropole bordelaise, dans les 28 communes de la métropole, et qu'en périphérie, ce sont les campagnes, une ruralité des oubliés et des invisibles. Et c'est d'ailleurs, des journalistes m'ont interviewé en pleine crise des Gilets jaunes en janvier 2019, ils m'ont dit mais pourquoi, comme ça, brûle pour point, pourquoi il y a tant de crises, il y a tant de manifestations, tant de Gilets jaunes à Bordeaux si violents? Et je leur ai répondu parce qu'il y a beaucoup de misère, beaucoup de pauvreté,
beaucoup d'invisibles et d'oubliés dans les campagnes Oui, mais périphériques ça concerne pas de le Bordeaux. maire de Bordeaux, si. Si, parce que justement, cette démétropolisation fera en sorte que l'on va désengorger la ville, désasphyxier la ville et faire en sorte que l'on va réenrichir la ruralité, ce qui permettra d'avoir une ville à visage humain et de faire de nos quartiers bordelais des villages. Voilà. Comment on peut faire? En revitalisant les campagnes. C'est bien joli de dire revitaliser, Oui, mais en créant, on fait comment? en créant par des avantages fiscaux, en créant de l'emploi, en créant en remettant des services publics dans des zones où il n'y en a plus, en créant des maisons de santé, Des écoles. en créant des écoles. Ça va coûter de l'argent tout ça. Ça va quand même. Non, pas du tout, parce que ça permettrait justement de réenrichir des zones qui justement sont complètement délaissées. Puis il y a quand même des gens qui veulent aussi se rapprocher de la ville par choix personnel. Enfin, je veux dire, les trajets, c'est quand même très fatigant, c'est usant. Oui, mais il y a des gens, ils détestent la campagne, à commencer par moi. Oui, mais Oui, moi aussi. D'accord. Mais non, exemple. Moi, je suis une vraie citadine et j'adore la ville. Tout à fait, mais il y a beaucoup de personnes qui viennent travailler, justement, tout le monde, il y a beaucoup de personnes qui viennent travailler à Bordeaux en voiture, et c'est ce qui, malheureusement, nous sommes contre la stigmatisation, contre l'automobile, contre le car bashing. Nous voulons justement faire en sorte qu'il y ait un équilibre dans la ville, et pour que s'il y ait cet équilibre dans la ville, pour qu'il y ait ces villages, comme nous l'avons dit, pour que la ville ne soit pas asphyxiée, que la ville ne soit pas trop chère au niveau de l'immobilier. Oui, c'est ce que j'allais vous dire, parce que les loyers ont explosé. Ça, c'est une conséquence très négative, comme la crise des Gilets jaunes. Où il y a une paupérisation des campagnes, un abandon de la ruralité. Nous, on veut réenrichir la ruralité des villages, des villes proches de Bordeaux, pour faire qu'en sorte qu'à Bordeaux, il y ait moins d'habitants, que ces habitants vivent mieux, vivent dans des conditions moins chères, c'est-à-dire notamment pour les jeunes. D'ailleurs, dans ma liste, nous faisons la promotion des jeunes, je ne fais pas de jeunisme, comme la liste conduite qui a réussi, Les étudiants, ils ont du mal à se loger à Bordeaux, c'est ça. effectivement. Et justement, nous y pensons aux jeunes. Et dans ma liste, il y a beaucoup de jeunes. Il y a beaucoup de jeunes, notamment dans les 10 premières places, nous avons 4 jeunes. Mon troisième de liste, la seconde de liste a 27 ans, et mon troisième de liste a 20 ans. Un petit peu la liste des élections européennes, Rassemblement national, conduite par Jordan Bardella, qui avait triomphé le 26 mai dernier. Et bien justement, le fait de désengorger la ville, de désasphyxier la ville, avec cette notion de démétropolisation, qui entraînera une certaine démobilité, c'est-à-dire moins de véhicules. À Bordeaux, moins de pollution, moins de circulation. C'est une préoccupation écologique. Oui, on joint l'utile à l'agréable, à la fois écologique et économique, aura une incidence sur la fiscalité, c'est-à-dire qu'il y aura une baisse, bien sûr, de la fiscalité directe, de taxes foncières, taxes d'habitation, une baisse de la contribution foncière des entreprises, la CFE qui est très élevée à Bordeaux, qui fait souffrir les commerçants, les artisans, les entreprises. Il y aura une baisse du prix de l'immobilier pour l'achat, mais aussi pour la location. Et, pour répondre à madame, il y aura les jeunes les étudiants pourront justement s'installer et vivre à Bordeaux. Voilà, c'est ce que nous appelons la notion de... Alors, quelle est la population que vous voulez attirer en dehors de Bordeaux? Des entreprises, la création de start-up, la création d'emplois. De la création d'emplois, c'est exactement ça. C'est revitaliser les centres-bourgs, revitaliser les campagnes. Ça passe par des emplois, des entreprises, des écoles, des services publics, Oui, des services médicaux, Oui, des parce que maisons de santé. Et nous pourrons travailler... grâce au numérique, grâce aux nouvelles technologies. C'est un petit peu en opposition avec ce qui se passe actuellement. On est en train de tout fermer, tout bloquer. Mais c'est une erreur. C'est une erreur considérable. C'est pour ça que nous avons des propositions originales au Rassemblement national, aussi bien sur un plan local, régional que national. Bien sûr, ce plan intéressera aussi toutes les autres villes, toutes les autres régions. Mais en Gironde, c'est ce que j'ai exprimé, il y a beaucoup de misère dans les campagnes, beaucoup de pauvreté. C'est ce qui a entraîné justement, ce qui a été une des causes majeures de cette crise très aiguë, très grave, très pesante pour les commerces, les Bordelaises, les Bordelais, sur Bordeaux. Enfin, les Gilets jaunes, c'est pas que Bordeaux, c'est la France entière. Donc, on est bien d'accord. Mais à Bordeaux, il y a Toulouse aussi, dans le sud, et en Nouvelle-Aquitaine, il y a beaucoup de misère, beaucoup de pauvreté, un abandon de la ruralité considérable. Et c'est pour ça qu'à Bordeaux, la crise des Gilets jaunes a été très aiguë.
parle de Bordeaux. Aujourd'hui, nous, on est centré sur Bordeaux. La campagne est orientée sur Bordeaux, sans faire forcément instaurer vraiment un discours politique. Mais vous parlez de l'emploi. Moi, je suis chef d'entreprise. J'entends bien ce que vous dites. Aujourd'hui, il faut dynamiser l'extérieur. Moi, c'est pas l'extérieur, c'est pas la Cube qui m'intéresse. C'est aujourd'hui mes collaborateurs qui vivent à Bordeaux ou à l'extérieur de Bordeaux qui viennent travailler dans mon entreprise qui n'est pas située à Bordeaux. Aujourd'hui, c'est cette mobilité. Qu'est-ce que vous offrez aux jeunes, ces fameux jeunes? La possibilité, en fait, de trouver du boulot. Aujourd'hui, trouver du travail sur Bordeaux, c'est compliqué parce que les entreprises ne s'implantent pas. C'est pas à Bordeaux qu'elles s'implantent à l'extérieur. Les startups, elles sont sur Blanquefort, elles sont sur Mérignac, il y a des pépinières énormes. À Bordeaux, il y a une pépinière sur le cours Georges Clemenceau. Vers le Square Habitat aussi, vers les Quinconces. Mais aujourd'hui, vous vous adressez aux Bordelais et aux Bordelaises. Mais tout à fait. Nous aujourd'hui, nous sommes des Bordelaises, on est investis, on s'investit dans nos quartiers ou dans notre ville. On voudrait savoir qu'est-ce que vous allez proposer pour les Bordelais et les Bordelaises. Ceux qui sont sur la Cube, c'est encore un autre débat qui est, on va dire, sur la région. Aujourd'hui, nous, il y a la Cube, il y a 3 niveaux. Il y a la région, la Cube, la métropole et Bordeaux. Eh bien, je vous réponds, les quartiers, transformer justement nos quartiers en villages basés sur les circuits courts et le localisme. Qu'est-ce que nous appelons les circuits courts et le localisme? C'est-à-dire créer des entreprises, des start-up qui feraient vivre à ce moment-là des personnes habitant dans le quartier. Dans tous les domaines, madame, dans tous les domaines. Dans le numérique, justement, ce numérique qui permet de le travailler à distance, de travailler de chez soi. Même dans le domaine médical, le développement de l'e-santé, permettant des diagnostics comme en dermatologie à distance. C'est très important. Permettant donc des moyens de transport superfétatoires, onéreux, complexes, notamment pour des malades. Donc moi, je voudrais transformer la ville de Bordeaux, les quartiers de la ville de Bordeaux en villages, et dans ces villages, le développement de ce que j'appelle les circuits courts, c'est-à-dire développer, consommer sur place des produits qui seraient fabriqués dans ces villages, dans ces quartiers. Mais si vous créez des villages, moi, à mon sens, ça va un petit peu couper la dynamique, et le dialogue et les échanges. Pas du tout. Parce que c'est l'unité qui fait la force. Chaque village aurait ses spécificités, mais il y aurait quand même un lien entre les villages et un sens. Le sens, c'est notre identité. Il y aurait bien sûr un lien entre les villages. Après, ça fait des communautés. Pour l'échange, c'est pas l'idéal. Ce n'est pas non, vous savez que nous sommes contre le communautarisme. La seule communauté qui vaille, c'est la communauté nationale française. Voilà. Mais non, le fait de dire des petits villages à droite et à gauche. Petits villages, combien de villages vous envisageriez? Les quartiers bordelais, le nombre de quartiers bordelais, le quartier Bacalan, par exemple. Par exemple, le quartier Bacalan, actuellement, au niveau, il y a un essor, madame, peut-être au niveau des entreprises, au niveau aussi de l'urbanisme. Écoutez, moi, je ne suis pas du tout satisfait de l'urbanisme ultramoderne du quartier Bacalan. Moi, j'aimerais une urbanisation de la ville qui soit proche de l'architecture locale, traditionnelle, et plus humaine, bordelaise, et plus humaine, qui se rapproche plus de notre identité. Oui. Alors, je réponds à madame bien sûr, est-ce que dans ce quartier qui est en plein essor, il y a des espaces pour créer des bâtiments, des logements, des entrepôts qui permettent de recevoir à ce moment-là des forces vives économiques des entreprises et de créer de l'emploi. Mais je voudrais une urbanisation plus proche de notre identité. Nous sommes aussi, ce qui est très important, pour la rénovation contre l'habitat indigne. Nous sommes pour une grande politique de rénovation, donc je le dis et je le répète, c'est important, une rénovation et peut-être un permis de louer. Oui, un permis de louer pour faire en sorte c'est quoi un permis de louer? Eh bien, qu'aucun habitat indigne ne peut être loué. Ah. Voilà. Moi, nous faisons justement, on parlait des logements des jeunes, des locations des jeunes. On a un grand respect pour la jeunesse. Moi, je voudrais que dans ces villages bordelais, madame, tout le monde puisse vivre, qu'il y ait des touristes qui vivent, qu'il y ait des entreprises qui se développent, soit, mais il faut que tout le monde puisse vivre en bon uniforme.
Alors c'est ce qui était déjà fait un peu, parce qu'on parle de quartier, vous parlez de village, les quartiers, le quartier des Chartrons, même le quartier du centre-ville, dans l'hypercentre, il y a quand même un regroupement, par exemple les commerces de centre-ville se regroupent, et vous avez parlé de la crise des Gilets jaunes, mais il faut savoir que pendant cette période, les commerces du centre-ville ont beaucoup souffert. Absolument. Ils ont été en grande difficulté, et aujourd'hui c'est ce qui fait la vie de quartier, les gens n'osaient plus bouger, n'osaient plus circuler. Même dans le quartier des Chartrons, si vous y vivez, ça a été la même chose. Plus les travaux du tram, par exemple, la rue Fondodège a repris. On a la place Gambetta aussi qui s'engorge et qui s'est engorgée, se désengorge. On a eu aussi. Je connais la place Gambetta bien à titre personnel. Je tairai, bien sûr. Mais on est bien d'accord. C'est ma vrai connaissance de la place Gambetta. L'hypercentre a été très engorgé, mais même en dehors, vous avez le quartier Nansouty, vous allez parler de Bacalan, Saint-Michel. Ce sont des quartiers, mais je voudrais donner à ces quartiers aient plus de caractère. Ils vivent. C'est vrai. Ils sont dynamiques. Peut-être développer ce que j'appelle le localisme et les circuits courts. C'est très bien qu'ils existent, mais qu'ils se développent en tant que quartier, en tant que village, avec une végétalisation aussi de ces quartiers. Mais ça, tout le monde veut la végétalisation. Et bien sûr, des arbres, des îlots de fraîcheur, tout le monde le veut. Mais moi, je voudrais que ces quartiers, que ces villages se rapprochent plus de notre identité traditionnelle, de notre identité, tout en associant évidemment les intérêts économiques de chacun et d'assurer aussi une protection. Parce que la sécurité, madame, c'est la première des libertés. Vous me parlez justement du quartier de la crise des Gilets jaunes, mais il y a une insécurité, les Gilets jaunes, que je déplore, qui ont été... Parce il faut faire la dichotomie, il faut faire la différence avec les casseurs, qui ont, notamment à Bordeaux et à Toulouse, dans le sud-ouest, qui venaient, soi-disant d'Espagne ou d'ailleurs, qui ont justement infiltré la crise des Gilets jaunes et qui ont beaucoup cassé. Parce qu'à l'origine, les Gilets jaunes... On a vu des images très violentes. Voilà, des casseurs qui ne sont là que pour casser. On l'a vu à Paris aussi. Donc nous condamnons totalement les casseurs. Voilà, nous condamnons totalement. Par contre, justement, la sécurité première des libertés doit être dans ces villages. C'est quoi vos propositions, respectées. Alors, justement, les propositions, donc... Excusez-moi. Vous avez l'impression que l'insécurité a galopé à Bordeaux. Ce n'est pas moi qui le dis. La dernière qui l'a dite, c'est Madame Busciot, la préfète de la Gironde, qui nous a annoncé que 20%, l'insécurité avait augmenté de 20% à Bordeaux, du fait de la présence de mineurs non accompagnés de MNA. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Madame Busciot, préfète de la Gironde. Donc nous avons des moyens et nous avons des objectifs. Au niveau féminin, il y a certains quartiers de Bordeaux qui sont particulièrement noirs, particulièrement mal éclairés la nuit, où les personnes féminines n'y vont plus. Je connais un professeur de karaté, d'ailleurs, dans le quartier. Je ne peux pas justement... Vous allez tous nous mettre au karaté ? Pas au karaté, mais ce monsieur donc reçoit beaucoup de personnes féminines avec lesquelles il entretient, il renseigne un peu de self-défense, et il m'a expliqué qu'il existait une dualité insécuritaire entre Bordeaux le jour et Bordeaux la nuit. Voilà. Certains quartiers, les personnes féminines n'y vont plus parce que les rues sont très mal éclairées. Donc nous avons une première proposition très mal éclairée, notamment des rues piétonnes où il n'y a pas de circulation automobile. Donc l'installation d'un système d'éclairage intelligent, comme à Hénin-Beaumont. On joint l'utile à l'agréable, en plus c'est écologique. Vous voyez, on respecte les villages et l'écologie. Donc ces quartiers, ce sont des systèmes d'ampoules LED, d'éclairage LED, qui s'éclairent quand un piéton, une bicyclette passe. Nous voulons, madame, une police municipale présente, qui soit plus nombreuse, qui soit armée. 95 policiers municipaux, 17 policiers municipaux qui ont été recrutés récemment. C'est insuffisant qu'elle travaille en synergie de jour comme de nuit avec la police nationale, dont les effectifs sont insuffisants sur Bordeaux, de jour comme de nuit. Une vidéoprotection efficace avec une reconnaissance faciale. Ça sert à quoi, la vidéoprotection ? C'est très important. Ça sert à une vidéoprotection que l'on installerait, excusez-moi, j'insiste, dans toute la ville. La ville de Bordeaux est sous-équipée en vidéoprotection. Par rapport à une ville comme Lyon, où il y a, vous allez me dire, un peu plus d'habitants, mais on est en sous-effectif, d'installation de vidéoprotection, qui permet des interventions plus rapides de la police, et surtout au niveau
de la justice aussi, lorsqu'il y a justement des affaires criminelles à juger. Cela permet évidemment de confondre des coupables et de conforter des preuves. Voilà, c'est une aide évidemment à la justice. Mais cette vidéoprotection donc permet des interventions très rapides de la police, avec un système de reconnaissance faciale, une police municipale donc qui serait en plus grand nombre et qui serait surtout armée. J'ai rencontré des policiers municipaux qui m'ont dit leur désarroi de justement on leur impose des interventions dans une ville qui devient de plus en plus, malheureusement dans certains quartiers comme Saint-Pierre ou Saint-Michel, insécuritaire, où l'on voit chaque week-end, on a eu depuis quelques mois malheureusement un triste bilan sur fond de drogue, sur fond de... Maintenant c'est partout. Partout, mais enfin là ça devient comme... Au centre-ville, devant le Grand Théâtre, la drogue est là. Malheureux. Mais écoutez, c'est malheureux. C'est pour ça que la vidéoprotection... Et pourtant la lumière est là aussi. Oui, mais c'est pour pas la vidéoprotection. Donc la lumière doit être là, la vidéoprotection, la police municipale, que ce soit dans la prévention, malheureusement dans la répression. On a quand même vu des bandes s'affronter le 11 juillet dernier sous un soleil de plomb. Le 11 juillet, 2 bandes rivales se sont affrontées devant les touristes, devant les Bordelaises et les Bordelais qui étaient attablés. Mais ça n'arrive pas tous les week-ends quand même. Non, mais là, ça ne s'était jamais vu. Des bandes s'affrontent à coups de barres de fer, à coups de barres de fer en plein jour devant tout le monde. La présence de squats à Bordeaux, 150 squats à Bordeaux, dont le plus emblématique, le squat de la rue Laforie de Montbadon. Rue Laforie de Montbadon, ce squat qui était donc occupé par des migrants, des immigrés en situation irrégulière, qui trafiquaient la drogue, qui terrorisaient les riverains de la rue Laforie. Tous les commerçants qui s'étaient d'ailleurs montés en association, que je connais bien. Eh bien, ce squat a été démantelé après 2 ans. Il aurait fallu le démanteler de façon beaucoup plus rapide. Oui, mais ça, c'est une affaire de justice, de droit. Et alors, pas tout à fait. On peut pas mettre toujours les gens dans la rue. Tout à fait. Les immigrés en situation irrégulière, madame, doivent être expulsés. Voilà, c'est la loi française. Et c'est ce que nous posons. Oui, mais justement, la loi, il faut qu'elle s'applique d'une manière... Alors la loi doit s'appliquer... Elle a ses limites. Non, elle n'a pas ses limites. La loi française, madame, doit être respectée. Oui, pour éviter, mais c'est ce que nous, la loi française doit être respectée pour tous et pour tout le monde. Alors, je suis complètement d'accord, mais la loi, justement, il faut l'appliquer. Et absolument. Donc on ne peut pas déroger à certaines règles. Donc il y a des délais incompressibles, il y a des... Et ça, c'est pas forcément le maire. Si justement, madame, et ça peu de Bordelaises et de Bordelais le savent, il y a des moyens, j'allais dire, de prévention en matière de lutte contre une immigration à Bordeaux qui serait trop importante, qui serait mal régulée. C'est ce que l'on appelle les avis. Et ça, peu de gens le savent. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que le maire doit donner un avis, ou les services de la mairie, bien sûr, dans une grande ville comme Bordeaux, doivent donner un avis sur 3 éléments. Sur la remise de l'attestation d'accueil, sur la remise de la carte de résident ou sur le regroupement familial. Et ça, c'est très important. Ce n'est pas le gouvernement ou le préfet, c'est le maire de la ville. Le maire de la ville ou ses services, quand il ne donne pas d'avis sur ces 3 éléments qui favorisent l'immigration submersive, une immigration trop importante et mal régulée, et comme le dit Madame Bussiot, la présence d'une insécurité qui a augmenté de 20% et d'un grand nombre de MNA, la présence triste aussi d'un camp de migrants, un drame humain à Bordeaux-Lac pendant plusieurs mois, une honte pour les personnes, pour les riverains et pour ceux qui y vivaient. Donc, où l'insécurité qui est de plus en plus importante, où ce sont des bandes issues de l'immigration qui sont affrontées le 11 juillet dernier, le maire doit donner un avis quand on donne une attestation d'accueil pour chaque personne qui la réclame, une carte de résident ou le regroupement familial. Car en France, la loi française stipule que quand il n'y a pas d'avis qui est donné par le maire ou par ses services, c'est un avis favorable qui est donné. Voilà. Qui ne dit mot consent, madame. Qui ne dit mot consent. Et ça, c'est très important. Voilà. Le maire, en outre, est un premier officier de police de la ville. Il peut justement saisir le procureur de la République pour justement le démantèlement de camps de migrants ou le démantèlement de squats. C'est ce que nous ferons, c'est ce que je ferai si évidemment j'avais le bonheur pour les Bordelaises et les Bordelais d'être élu maire.
revenons à Bordeaux. Donc il y a pour la sécurité, madame, il y a des objectifs, il y a des moyens et des objectifs politiques. Voilà, c'est très important. Il y a une volonté politique, et cette volonté politique, dans toutes les villes où le Rassemblement national à Beaucaire, à Hénin-Beaumont, à Villers-Cotterêts, à Fréjus, avec David Racheline, que je connais bien, chaque fois justement qu'il y a des mairies Rassemblement national qui sont arrivées, la délinquance, l'insécurité a baissé considérablement. Parlons embouteillage maintenant. Ah. Parce que notre petit Paris est devenu un vaste bordel. Donc moi j'aimerais savoir ce que vous faites. D'abord pour que ça soit pas la guerre dans la rue, parce qu'il y a voitures, vélos, piétons. Ah, madame, je suis heureux de vous entendre dire ça. Mais écoutez, nous sommes je suis le seul candidat. Je suis le seul candidat à ne pas faire du car bashing, à ne pas stigmatiser, attaquer, agresser les automobiles et les automobilistes. Parce que tous les autres candidats, on veut supprimer la voiture, on veut surtaxer la voiture. La voiture, c'est le bouc émissaire fiscal. Ne parlons pas des autres candidats, parlons de vous. Au niveau non, mais je suis le seul justement à ne pas faire du car bashing. Je veux que on parlait d'habitation tout à l'heure, de rénovation de l'habitat. Chaque nouvel habitat à Bordeaux, dans ces fameux villages, devrait avoir une place de parking attribuée. Chaque nouvelle habitation, on devrait réaliser une place de parking associée. Ensuite, le prix du stationnement. Il faut essayer d'avoir un prix du stationnement raisonnable à Bordeaux. Là, il y a un prix de stationnement qui, à Bordeaux, est excessif, aussi bien pour les riverains qu'au niveau des procès-verbaux qui sont attribués aux contrevenants qui, malheureusement, pour quelques minutes ou pour quelques secondes, ont laissé leur voiture sans ticket de parc-mètre. Voilà. Donc, aussi au niveau de la circulation automobile, donc gérer un certain équilibre, faire en sorte que l'automobile, bien sûr, soit en équilibre avec les autres moyens de transport, qu'il y ait un respect, qu'il y ait justement qu'il y ait un équilibre. Aussi vis-à-vis des travaux. Vis-à-vis des travaux, je pense qu'on en a peu parlé, à savoir que la logistique au niveau des travaux a été mal faite. Il y a eu trop de travaux tuent les travaux. Trop de travaux à la fois. Et ce qui a généré justement ces embouteillages et cette asphyxie bordelaise au niveau donc de la circulation, si bien qu'il y a eu des conséquences, madame, économiques. Les confrères de monsieur, les journalistes de Sud-Ouest, moi j'ai vu plusieurs pages de Sud-Ouest titrées en première page avec des photos, les embouteillages à Bordeaux, la circulation infernale à Bordeaux a des conséquences économiques graves pour les salariés, pour les patrons. Je l'ai vu plusieurs fois en première page de Sud-Ouest, là, au mois d'octobre, au mois de novembre. Donc, trop de travaux tuent les travaux. Et ce que nous avons proposé tout à l'heure, cette démétropolisation, cette civilisation écologique basée sur les villages, aurait comme les villages hors de Bordeaux? Non. Ou dans Bordeaux? Les quartiers transformés en villages. Et cette démétropolisation aurait comme conséquence quelque peu positive une certaine démobilité. Démobilité, c'est-à-dire désasphyxier la ville, désengorger la ville, qu'il y ait moins de circulation automobile. Il a été évoqué l'idée de faire les transports gratuits. Donc ça aussi, ça pourrait apporter aussi les gens, du fait qu'on leur dit que c'est gratuit, je pense qu'ils seraient tentés de prendre les transports en commun. Ça pourrait désengorger sacrément. Oui, mais parce qu'il y a des gens qui sont quand même dans une relation, ils montent dans la voiture pour aller chercher une baguette. C'est ça, oui. Alors, oui, mais nous voulons un juste équilibre. Pourquoi pas? Pourquoi des mesures incitatrices comme ça? Alors, je ne sais pas, la totale gratuité des transports, je ne sais pas si c'est quelque chose au niveau budgétaire, que ça soit un choix véritablement positif. Maintenant, je pense qu'il faut un équilibre. Nous ne voulons pas justement stigmatiser l'automobile. Il faut faire un équilibre entre terminer les travaux existants, une bonne logistique au niveau des travaux, des moyens alternatifs évidemment de circulation, de déplacement, bien sûr, mais une démobilité, c'est-à-dire désengorger la ville, moins d'asphyxie au niveau de la ville, par justement le fait qu'il y ait moins de personnes qui viennent en voiture à Bordeaux, par justement le développement numérique, le travail numérique, le développement de zones périphériques dans Bordeaux, de zones rurales plus ou moins éloignées, où le développement économique se fera. Donc il y aura
moins à Bordeaux de circulation automobile. Je pense que c'est une écologie, une civilisation écologique qui se raisonne. Des mesures, évidemment, on va vous proposer un certain nombre de mesures immédiates, la réalisation de ponts, mais ça n'entraînera pas, ça n'incitera pas justement un grand nombre de personnes à venir à Bordeaux, à ne pas prendre la voiture. Malheureusement, toutes les personnes qui travaillent à Bordeaux ne viennent pas en trottinette, à vélo ou en tramway ou en bus. Alors, il y a 7 candidats à Bordeaux et ce sont 7 hommes. Est-ce que Bordeaux est une ville de machos politiquement parlant? Écoutez, alors là, nous... Quand vous regardez à Paris, il n'y a que des femmes maintenant presque. À Paris, il n'y a que des femmes. Vous voyez, donc c'est une ville féministe. Oui, là, c'est un hasard qui est malheureux. Vous savez, nous n'avons aucun souci sur la féminisation de la vie politique. Marine Le Pen, qui est une authentique femme d'État, qui j'espère sera qui sera première présidente de la République, élue en 2022. Ça, je serais ravi qu'elle soit élue présidente de la République. On n'est pas là pour faire une campagne non, mais je vous le dis, c'est une électorale parenthèse présidentielle de Marine Le Pen. Je parle de la féminisation, madame, et de la féminité de la vie politique. Regardez, nous avons notre déléguée Edwige Diaz, déléguée départementale girondine, qui est absolument ravissante, qui va être élue maire, je pense, de Saint-Savin de Blaye dans le Nord-Gironde. Une femme, une jolie femme, ravissante, intelligente, brillante. Donc, nous avons, je le regrette, sûrement, mais c'est un hasard quelque part malheureux. Mais nous n'avons rien contre la parité. On m'a posé la question sur FR3. De toute façon, la parité, c'est une obligation. Mais on m'a posé la question, une journaliste, j'avais 3 minutes d'antenne sur FR3, il y a 15 jours. Sur France 3. Et donc, la journaliste m'a dit, est-ce que vous êtes favorable à la parité? Mais je lui ai dit, mais bien sûr que oui. En politique et dans bien d'autres choses. Voilà, je lui ai répondu ça. Et j'ai pu présenter, évidemment, sur les 3 minutes qui étaient imparties. Voyez, on va parler de la parité. Donc, je vous parle de la féminisation de la vie politique. Non, moi, c'est un hasard quelque peu malheureux. Et alors, il y a la contrepartie, elle est positive, n'ayons pas peur des mots, sur Paris, puisqu'il n'y a que des dames. Mais nous soutenons un monsieur Federbusch, nous soutenons un candidat masculin à Paris. Eh bien, mais je vous remercie, madame. Bruno Paluto, merci d'être venu vous mettre à table avec les Apicurieuses. Et rendez-vous le 15 mars. Merci beaucoup, les Apicurieuses. Et merci. Et merci, Sandrine. Merci beaucoup. Sandrine. Merci, madame Lajus. Merci, mesdames. Merci.